Mesdames et Messieurs, chers collègues, c'est avec un grand plaisir que le Centre arabe de recherche et d'études politiques, CAREB Tunis, ouvre aujourd'hui sa première conférence internationale de l'année 2026 intitulée « Puissance, technologie et rivalité, les nouvelles lignes de fracture de l'économie mondiale ». Ce thème reflète les profondes transformations de l'économie mondiale, marquées par l'intensification des rivalités technologiques et industrielles, les tensions commerciales, la reconvergation des chaînes de valeur et la redéfinition des rapports de puissance. Ces changements soulèvent des enjeux majeurs pour les États et les sociétés en matière de développement, de souveraineté économique et de stratégie. Le CAREB Tunis a souhaité consacrer cette première rencontre à une réflexion croisée, économique, géopolitique et institutionnelle, afin de mieux comprendre ces dynamiques et d'analyser leurs implications à moyen et long terme. Nous avons l'honneur d'accueillir M. Rémi Bourgeot, économiste et chercheur associé à l'ERI, spécialiste des stratégies technologiques, commerciales et monétaires, dont les travaux portent sur l'électronique, l'énergie, l'aérospatiale et la santé. Son intervention éclairera les liens complexes entre innovation, puissance économique et rivalité géopolitique. La modération sera assurée par notre ami et collègue Aram Belhaj, économiste et enseignant-chercheur à l'Université de Carthage, dont la connaissance fine des enjeux nationaux et internationaux enrichira les échanges. Les discussions porteront sur les transformations de l'économie mondiale et le nouveau rapport de puissance, les trajectoires économiques des pays de MENA face aux défis énergétiques, à la diversification et à l'emploi, ainsi que sur le rôle des politiques industrielles et technologiques dans la compétitivité et l'intégration aux chaînes de valeur mondiales. Je rappelle que cette conférence est diffusée en direct sur les différentes pages du CAREB, c'est-à-dire la page Facebook et d'autres plateformes, permettant à un public large de suivre et de participer à cette réflexion, c'est-à-dire ce grand public hybride, entre guillemets, ou bien virtuel. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une conférence enrichissante. Encore une autre fois, et au nom de CAREB, je voudrais remercier vivement notre conférencier, le professeur Rémi Bourgeot, d'avoir honoré par sa présence notre structure et notre institution. Et je cède la parole dans les médias à notre collègue, professeur Aram Belhaj. À vous la parole. Merci beaucoup, Si Mehdi. C'est toujours un plaisir et un honneur d'être ici au CAREB, qui est en train de faire un excellent travail. C'est parmi les rares think tanks qui restent, je veux dire, qui rayonnent en Tunisie, bien entendu sur le plan surtout académique, économique et social. Donc, ça fait plaisir d'être ici et ça fait plaisir de participer à cette conférence très très intéressante. Comme vous l'avez bien introduit, c'est Si Mehdi, nous vivons dans un monde qui bouillonne. Déjà, on n'est pas sorti des effets encore persistants du Covid-19, de la pandémie, surtout avec l'augmentation des coûts de la logistique. Il y a bien entendu tous les débats qui entourent la question du protectionnisme, surtout avec la montée de Donald Trump et les conflits commerciaux qu'on constate actuellement à l'échelle internationale. Bien entendu, il y a les tensions géopolitiques, que ce soit en Occident ou bien au Moyen-Orient, et les perturbations des différents marchés, et là, l'éventuelle réorganisation et les débats qui entourent la question de réorganisation des chaînes de valeur. Il y a bien entendu également les changements climatiques et la problématique de la durabilité, avec surtout ce qui se passe en Europe, notre voisin. Il y a les questions de technologie, le développement de l'intelligence artificielle et éventuellement ses effets sur les économies, que ce soit les économies émergentes ou bien en voie de développement.
Il y a le discours nationaliste et éventuellement le retour en fait du protectionnisme et ses effets également. Et puis, bien entendu, il y a la question démographique qui est une question qui est très très importante et la question institutionnelle, le dysfonctionnement institutionnel, surtout au niveau des institutions mondiales, l'ONU et j'en passe. Alors, toutes ces questions, bien entendu, on va en revenir au cours de cette conférence. Moi, je dirais que les objectifs de cette conférence, essentiellement, c'est de déchiffrer en fait les dynamiques actuelles qui caractérisent l'économie mondiale, analyser les enjeux économiques, industriels, technologiques et même sociaux dont les pays font face, notamment les pays émergents et en voie de développement. Parmi les objectifs également, c'est de comprendre les mécanismes d'action des autorités publiques et des opérateurs économiques dans ce nouveau contexte mondial, mettre en lumière là où les manières de gouverner ou de naviguer en présence d'une économie mondiale fragmentée. Parmi les objectifs également, c'est décrypter les nouvelles alliances et les nouveaux partenariats qui pourront se tisser et éventuellement positionner, puisqu'on est en Tunisie, positionner les pays en voie de développement, notamment la Tunisie, dans ce nouveau contexte mondial, tout en établissant une analyse coût-opportunité. Pour ce faire, j'ai le plaisir également de discuter tout ça avec le professeur Rémi Bourgeot, qui, comme vous l'avez bien mentionné, c'est MED, qui est économiste et chercheur associé à l'IRIS, spécialiste des enjeux technologiques, des stratégies commerciales et des équilibres économiques internationaux. Ses travaux portent notamment sur les secteurs clés que sont l'énergie, l'électronique, l'aérospatiale et la santé, ainsi que la manière dont les grandes puissances redéfinissent leurs stratégies technico-industrielles. Donc, encore une fois, vous êtes le bienvenu, professeur Rémi. Je vais vous accorder une trentaine de minutes, après quoi donc, on va interagir et bien entendu, on va laisser la parole à la salle et éventuellement les gens qui nous suivent à travers les réseaux sociaux pour vous poser quelques questions ou pour nous demander quelques clarifications. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Aram, pour votre présentation très pertinente et très à jour des enjeux actuels. Merci évidemment à la direction du Carême pour leur invitation et leur accueil très chaleureux. Et merci au public d'être là dans ce vendredi très ensoleillé. Alors, effectivement, on a aujourd'hui énormément de choses qui entrent, qui se percutent sur les questions de réindustrialisation. C'est le thème majeur. Et en fait, en termes de puissance économique, on a depuis plus d'une dizaine d'années une reconfiguration, une prise de conscience de ce qu'est la puissance économique en lien avec les questions industrielles en particulier. Et alors, évidemment, du fait de l'actualité qui domine depuis maintenant en fait, des années, tout ça se retrouve mélangé autour de l'actualité d'un personnage rocambolesque qui est Donald Trump. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet en évoquant ces aspects par rapport à ce choc de politique internationale et de politique économique avec le retour de la politique douanière, mais en voyant la confusion actuelle avec des enjeux politiques. Entre blocs, de désagrégation de blocs comme le bloc euro-américain, et la montée en puissance de puissances dites émergentes comme la Chine. Et on pourra évoquer évidemment la façon dont des pays intermédiaires se positionnent. Tout le monde travaille sur ces sujets aujourd'hui. Aram Belhadj, comme je le félicitais juste avant, a écrit une étude très intéressante sur la question de la politique industrielle en Afrique. Et j'ai découvert à quel point ces thématiques d'industrialisation
sont présentes dans des contextes très différents, et surtout à quel point de nombreux gouvernements s'y attellent, plus ou moins bien, que ce soit dans les pays en développement, les pays émergents, ou les pays développés, où la thématique est aussi omniprésente. On parle tout le temps de réindustrialisation, de souveraineté, mais avec des acceptions, avec des sens très différents, et sans nécessairement s'en donner les moyens. Donc, si vous le voulez bien, je vais commencer autour de ce virage qu'a inauguré Donald Trump dès son premier mandat, avec le retour de ce grand mot de politique douanière, de protectionnisme, qui avait été banni quelque part pendant des décennies, sauf par le biais de survivance dans certains pays ou dans certains milieux intellectuels, qu'il s'agisse d'économistes ou d'autres courants, d'autres disciplines des sciences sociales. Mais ce sont en même temps des thèmes qui n'ont jamais été indifférents pour les ingénieurs, pour les gens dans les secteurs industriels en question, où l'idée de renvoyer simplement à de grandes théories comme celle des avantages comparatifs hérités du XIXe siècle, cette idée paraissait quand même très abstraite, alors que des enjeux très concrets de progrès technologique, de positionnement industriel n'ont jamais en fait cessé de se poser. Donc, pour compléter un tout petit peu la présentation qui a été faite de mon travail, à la base, moi je suis ingénieur de formation, en particulier avec un biais aéronautique. Donc, quand je me suis mis à l'économie, quelque part, par des études et professionnellement, j'étais toujours frappé par ce décalage. J'ai commencé ma carrière vers 2008 en plus, donc en pleine crise financière mondiale. Donc, on voyait quand même ces lignes de fracture, cette impasse en termes de développement économique des pays développés qui était quand même devenu extrêmement palpable, mais derrière des écoles d'analyse, des écoles universitaires qui étaient plus ancrées dans des courants idéologiques, intellectuels, dans des disciplines héritées comme ça, plus de la révolution intellectuelle qui a eu lieu dans les années, à partir des années 70-80, et qui a culminé dans les années 90 avec l'idée, vous vous souvenez, de la mondialisation heureuse et de théories un petit peu rapides sur les bienfaits du libre-échange. Donc, beaucoup de gens se rendaient compte que la question était aussi celle du positionnement industriel, et c'est quelque part l'impasse dans laquelle se trouve l'Europe aujourd'hui, qui n'a pas réussi à se positionner depuis en fait presque 30 ans sur les nouveaux secteurs industriels et technologiques, et a tendance à reposer sur des forces très significatives, mais héritées plutôt d'innovations passées, de mouvements de développement industriel des années qui ont précédé ce tournant idéologique et politique, alors qu'aux États-Unis, qui est le cœur de cette production théorique et idéologique, aux États-Unis, vous aviez toujours quand même une insistance sur la technologie et une certaine intégration entre les universités, les entreprises technologiques, notamment de la Silicon Valley, et les organismes d'État, ces énormes agences avec leur budget considérable, lié à la défense, au Pentagone, à la NASA et toutes sortes d'agences. Donc les États-Unis ont été énormément frappés par la désindustrialisation et toutes ses conséquences économiques et sociales, mais en trame de fond, vous aviez quand même ce positionnement sur les nouvelles technologies, alors avec la bulle Internet évidemment qui a explosé de façon spectaculaire à l'époque, et bon, on compare aujourd'hui un peu à ce qui se passe dans l'IA, on pourra évidemment y revenir. Donc bon, les États-Unis ont quand même conservé ce positionnement technologique, alors que l'Europe, elle, se focalisait plus sur les droits des consommateurs, la réglementation, alors maintenant des montagnes de réglementation qui sont parfois presque difficiles à appréhender. Donc tout le monde se rend compte qu'il y a quand même une forme d'impasse ou d'insuffisance. Donc ce thème de la réindustrialisation
de l'autonomie, de la souveraineté. Alors on dit souveraineté européenne, par exemple, maintenant, ce qui est un peu difficile à définir. Donc tous ces thèmes sont dans le débat, mais on hérite de structures maintenant très ancrées dans le passé et où, finalement, le travail concret, à la fois de l'ingénieur, des responsables politiques pour développer la production nationale, l'innovation, les compétences, tout ça a été relégué pendant longtemps. Et quelque part, les pays développés, la plupart, se trouvent dans une situation de faiblesse, parfois d'impasse, qui tranche avec ce qu'on voit dans certains pays censés être en développement, censés être moins développés, mais qui, pour des raisons d'obligation, pour des raisons d'urgence de développement économique, ont misé sur les bonnes vieilles recettes du développement industriel, que sont l'éducation, la politique industrielle. Je ne crois pas qu'en Chine, au cours des 30 dernières années, le terme de politique industrielle ait été rejeté comme une antiquité idéologique. Bon, en fait, pratiquer une politique industrielle, ça relève de l'évidence la plus certaine. Et quand certains pays, en particulier développés, ont mis ça de côté, ça me prend ensuite très longtemps pour remettre en place les structures, les bons réseaux, les bonnes personnes pour promouvoir véritablement ces politiques. Donc, bien que ces thèmes soient omniprésents, il reste encore un énorme effort pour vraiment les mettre en avant. Donc c'est vraiment le paradoxe de la période actuelle qui est illustré par la personne de Trump, comme je le disais en introduction, qui a bouleversé les débats en 2016 en annonçant une politique protectionniste, mais pour lesquels il n'avait pas vraiment les moyens politiques, ni vraiment l'organisation. Ce n'est évidemment toujours pas le cas. Et au fil des années, d'un côté, cette thématique s'est diffusée, a infusé, je dirais, les autres courants politiques, notamment chez les démocrates. Donc, quand Biden a pris le relais en 2020, en fait, ils ont à peu près poursuivi dans cette prise de conscience, au moins, de la défense industrielle. Et vous avez eu ce programme très emblématique qui a été l'IRA, l'Inflation Reduction Act, qui a été présenté dans la période post-Covid en particulier comme un moyen de réduire l'inflation, mais qui, dans les faits, était avant tout une politique plutôt protectionniste de défense de l'industrie, de promotion, disons, de l'industrie nationale. Alors moins par le biais de barrières douanières, quand Trump essayait de le faire les années précédentes, mais plus sous la forme de subventions des entreprises, alors des entreprises nationales pour produire aux États-Unis plutôt qu'ailleurs, mais aussi pour attirer les entreprises étrangères vers les États-Unis, et ce qui a créé quand même une très forte préoccupation en Europe en voyant des annonces d'entreprises européennes, par exemple, qui voulait à la fois capter ces subventions aux États-Unis en s'y implantant et aussi s'y implanter pour parer le risque de barrières douanières. Donc c'est ça, en fait, dans un contexte assez classique, traditionnel, l'objectif d'une politique douanière qui serait raisonnable, ce qu'elle n'est pas évidemment aujourd'hui, mais l'idée d'une politique douanière responsable, raisonnable et bien pensée, c'est d'attirer, donc de promouvoir l'industrie nationale et aussi d'attirer les groupes étrangers, les entreprises étrangères pour qu'ils investissent sur le territoire national, là où dans un contexte libéral normal, elles sont les bienvenues pour produire, mais en étant incitées à se développer sur le territoire des consommateurs qu'elles ciblent, et en même temps avec une part de transfert de technologie, d'éducation des travailleurs, des techniciens, des ingénieurs, etc., avec un cercle vertueux qui existait notamment dans le passé ou aujourd'hui, quand des entreprises de pays développés investissent dans des pays en développement. Alors, ce phénomène existe. Alors, ensuite, il varie énormément en fonction du type d'industrie et la façon aussi dont les pays récipiendaires, les pays cibles, s'emparent de cette technologie, forment leur population aussi pour développer leur propre chaîne de valeur en leur propre nom, leur marque,
on a redécouvert à quel point les effets de marque étaient importants. Donc aujourd'hui, à l'échelle mondiale, un peu partout où qu'on regarde, on voit ces thématiques qui sont à l'œuvre. Mais ce qui s'est passé de façon assez malheureuse avec le chaos actuel autour de la présidence de Donald Trump notamment, c'est ce choc entre la raison économique de la réindustrialisation et cette espèce de fuite en avant politique. Et on ne sait plus trop dans les mesures douanières ce qui relève vraiment, en tout cas dans les annonces douanières, disons, ce qui relève vraiment de la stratégie économique, commerciale et encore moins industrielle. Donc les mesures douanières sont conçues, et c'est de plus en plus le cas, comme un outil de sanction politique. Et derrière, même quand il y a une velléité au moins sur le plan économique, derrière on voit, et c'est ce qui est frappant, qu'il n'y a plus vraiment, même aux États-Unis par exemple, les équipes pour concevoir une politique douanière, industrielle, dire on va mettre en place tel niveau de protection sur tel secteur, parce qu'il y a telle concurrence étrangère, parce qu'on veut se protéger sur ça, mais attirer tel investissement. Ça, ce serait ça une politique commerciale raisonnable. Et on voit en fait un noyau extrêmement resserré de gens qui font des annonces extraordinaires sans cette stratégie sous-jacente. Et ça, c'est ce qui est pour moi le plus marquant, c'est ce retrait en fait des compétences d'organisation, alors que la taille même des structures étatiques a plutôt eu tendance à croître, voire à exploser dans certains domaines. Et tout ça, en plus, se combine avec la question militaire. Alors là, c'est effectivement aussi un tournant majeur en termes de prise de conscience. C'est la faiblesse des pays occidentaux, de l'Europe et des États-Unis, sur le dossier ukrainien en matière industrielle. Donc ça, c'est un énorme révélateur. On en parle, mais pas suffisamment. C'est là que la guerre s'est énormément jouée. Il faut se souvenir que la question de l'industrie russe n'était, à part pour les spécialistes de l'espace post-soviétique, n'existait pas. La Russie n'existait pas sur la carte industrielle du monde. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où on en est au constat que tous les pays occidentaux combinés, tous ensemble, n'arrivent pas à produire autant de munitions, même sans parler d'armements plus complexes, mais n'arrivent pas à maintenir le rythme d'alimentation, de fourniture militaire face à la puissance industrielle russe, ce qui aurait paru complètement décalé même comme hypothèse de travail il y a une dizaine d'années au regard de l'ultra-dépendance de la Russie aux hydrocarbures et à toute la désorganisation qu'elle a connue après la chute de l'URSS. Donc au-delà de la question russe et de l'espace post-soviétique et de la question ukrainienne, si on regarde vraiment sur le plan industriel, on a là un constat absolument cinglant et détonnant qui caractérise l'évolution industrielle des pays développés au cours des 30 à 40 dernières années. Donc on a une prise de conscience effectivement, et l'action se fait plus sur le plan militaire effectivement. Donc, on a des plans plus ou moins opportuns de réarmement, alors sous impulsion, voire sous injonction américaine en ce qui concerne les pays européens dans le cadre de l'OTAN, avec ces injonctions très nettes, très brutales de la part de Trump qu'on a vues au cours de l'année passée. Mais donc on voit quand même là, avec cette promesse, peut-être trop ambitieuse ou illusoire, d'atteindre 5% de dépenses militaires en part du PIB, on voit quand même un horizon au moins d'investissement qui a un effet industriel immédiat. Alors, dans le cas d'un pays comme l'Allemagne, ça a pris une dimension majeure, avec l'essoufflement, en fait l'impasse de son modèle de développement industriel des dernières années, avec la dépense d'armement qui est vue comme un moyen de relance et une voie pour arrêter, pour freiner
l'affaiblissement de l'industrie allemande, et en particulier le véritable décrochage de son industrie automobile, confrontée dans l'électrique à la concurrence chinoise, avec un fossé technologique qui est maintenant évident entre l'automobile, le secteur automobile européen et le secteur automobile chinois. Donc on a ce mélange de plans de relance à plus avec des montants vraiment d'ordre macroéconomique sur des années pour relancer la machine économique et pour servir d'alternative à l'affaiblissement du secteur automobile, avec même, on voit des ingénieurs qui passent d'un secteur à l'autre, et une entreprise comme Rheinmetall qui est devenue absolument centrale. Bon, le cours en bourse a totalement explosé du fait de ces commandes, mais qui en plus se focalise sur la question de l'armement, du réarmement. Donc on a la combinaison avec l'aspect macroéconomique de relance et cette politique industrielle, mais qui pose évidemment toutes sortes de questions de coordination européenne et ensuite de nature plus géopolitique que je laisserai un petit peu de côté pour l'instant. Bon, dans le cas européen, c'est intéressant de voir cette insistance sur l'aspect plus lié à l'industrie de défense par rapport aux discussions des dernières années. Donc on a bien constaté le décrochage en matière technologique et comme le signalait Aram Belhadj, on a encore vraiment beaucoup de conséquences du choc de la pandémie, du Covid-19. Notamment, vous vous souvenez de ces pénuries industrielles majeures dans énormément de secteurs, mais il y en a en particulier qui avait été vraiment critique, qui est celui des semi-conducteurs, où là, les pénuries se trouvaient absolument partout, dans tous les segments, et l'Europe, du coup, avait réalisé aussi son retard, son ultra-dépendance. Elle a des entreprises de semi-conducteurs, mais qui ne sont pas vraiment positionnées dans la course à la miniaturisation. Et les semi-conducteurs sont devenus vraiment un segment très révélateur, où on a eu beaucoup d'annonces politiques avec ce qu'on a appelé des CHIPS Act aux États-Unis, aussi en Europe. Alors en Europe, ensuite, on a parié plus on a promis de l'argent, on a attiré des entreprises comme Intel qui ont fait des promesses d'investissement qui paraissaient ambitieuses, notamment en Allemagne, à Magdebourg, mais qui n'ont pas été tellement suivies d'effet, puisque l'entreprise elle-même s'est retrouvée plutôt dépassée, reléguée dans l'explosion de l'intelligence artificielle et des puces qui servent à l'IA, en particulier les GPU et les cartes graphiques. On a vu cette ascension spectaculaire d'une entreprise comme NVIDIA. Mais de ce fait, même des politiques qui semblaient ambitieuses ont eu du mal à vraiment aboutir à une réindustrialisation concrète, à l'ouverture d'usines ou à l'avancée des acteurs existants, par exemple dans ce secteur, pour vraiment prendre le chemin de la miniaturisation. Donc on a vraiment un décalage entre la prise de conscience de ce retard d'un côté et la réalisation, parce que les filières ne sont pas toujours là, les compétences manquent, et on voit aussi l'effet du problème du décrochage éducatif, qui est devenu un enjeu majeur, notamment pour les pays développés. Et on voit ce décalage se développer dans des pays émergents, où là on forme énormément, notamment dans les filières scientifiques, alors que dans les pays développés, en Europe notamment, on est encore tributaire de ces formes de croyances, de pensée dominante des années 90 autour de la notion de tertiarisation. Donc à l'époque, on voyait ça comme une évidence incontestable, que les économies devaient aller dans ce sens et que c'était une bonne chose, qu'il n'y avait pas grand-chose à redire. Et on a eu la chose la plus préoccupante en profondeur, ça a été l'évolution des formations aussi dans ce sens-là, et au niveau des entreprises, de plus en plus le développement de structures plutôt administratives, une inflation, je dirais,
des structures, des fonctions managériales au détriment du travail plus technique, et conceptuel et créatif. Donc on ne peut pas sous-estimer la dimension en fait culturelle qui sous-tend toutes ces difficultés. Et c'est pour ça que c'est aussi difficile d'en revenir. Et c'est ce qu'illustre le cas de Trump auquel je reviens. Et c'est là, quelque part, que cette volonté de réorientation bute et est confrontée à une impasse, c'est qu'elle ne s'est pas donné les outils fondamentaux pour remettre les pays en question sur la voie du développement industriel qui, en fait, relève simplement du développement humain, du développement des compétences. Et ensuite, il s'agit de se donner les moyens en termes de politique industrielle pour promouvoir tel ou tel secteur, alors sans tabou maintenant sur les questions douanières, mais aussi sans causer trop de dommages. Et c'est ça aussi la limite qu'on voit aujourd'hui dans le cas américain, où comme il n'y a pas en fait véritablement de stratégie qui relèverait de la planification, on a des annonces qui ensuite causent plutôt des dommages en termes d'approvisionnement industriel. Alors quand ce serait trop grave, effectivement, ils sont obligés de décider d'exemption. On l'a vu avec ces sortes de négociations qui étaient plutôt des invectives ou des consignes entre les États-Unis et l'Europe à l'été dernier. Donc les Américains avaient annoncé 15% de droits de douane, ce qui était moins important que vis-à-vis d'autres zones, mais en échange d'énormes concessions européennes, notamment vis-à-vis des géants de la big tech californienne, mais surtout, donc on avait ces concessions en termes de développement économique de la part de l'Europe, mais les États-Unis avaient dû reconnaître que des secteurs allaient être exemptés, c'est ce à quoi je voulais revenir, et notamment l'aéronautique, où là, ça aurait été tellement explosif, vous avez des allers-retours de pièces détachées, par exemple, les deux grands constructeurs, Boeing et Airbus, s'approvisionnent tous les deux dans l'autre pays ou dans l'autre zone, ont énormément de sous-traitants communs sur des pièces absolument cruciales. Donc là, simplement, il fallait mettre des exemptions. Mais dans l'ensemble, on n'a pas véritablement de politique industrielle, de planification. On n'est pas encore entré dans cette ère. Donc bien que le thème soit absolument omniprésent, la question cruciale aujourd'hui, c'est la formation, développer les compétences et surtout, quand elles existent, leur donner de l'oxygène, leur donner une marge de manœuvre. Et on voit même des pays, par exemple c'est le cas de la France, qui forment un nombre insuffisant d'ingénieurs au regard des enjeux mondiaux. Même le nombre d'ingénieurs qu'elle forme, elle n'arrive pas vraiment à les utiliser. Et on voit ça dans nombreux pays où les ingénieurs vont devoir absolument s'orienter vers des fonctions strictement managériales, voire administratives. Et en fait, ce qu'on voit par exemple dans le cas chinois, où il y a eu cet énorme pari technologique, alors il y a plein de failles par ailleurs, on a quand même cette idée qui consiste à former des gens à un niveau élevé, un niveau compétitif, et à leur donner des débouchés. Et c'est ça simplement la question de la réindustrialisation quelque part. Alors, ça prend des formes extrêmement différentes en fonction des contextes nationaux, régionaux et de l'environnement mondial. Mais je pense que l'époque qui s'ouvre aujourd'hui de façon chaotique est une époque de confrontation de puissances assez brute, renvoie quelque part à ça, nous sort des dogmes établis et appelle à revenir aussi tous les pays. Les gouvernements et au niveau des coopérations régionales nous appellent à revenir à ces conceptions beaucoup plus concrètes de formation, de création de débouchés et de promotion des industries nationales. Et c'est le cas évidemment pour les pays émergents, intermédiaires, comme la Tunisie et d'autres que je laisserai pour la discussion. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup Rémi pour cette intervention très intéressante. Si je veux faire un petit récapitulatif, je dirais que vous avez insisté sur en fait la problématique de réindustrialisation et l'importance de cette problématique
surtout à la lumière de ce qui se passe actuellement dans le monde, en particulier la montée de Donald Trump et en fait la problématique des tarifs et l'imposition des tarifs qui n'est pas qui est devenu un instrument de sanction beaucoup plus qu'un instrument de protection. Donc vous avez parlé peut-être en fait de la différence entre Biden et Trump. Biden c'était beaucoup plus, il s'est focalisé beaucoup plus sur la réindustrialisation à travers les subventions, alors que Trump il est en train de mettre en fait des sanctions pour renforcer l'industrie américaine. Vous avez également parlé de la crise en fait entre la Russie et l'Ukraine, et cette crise qui a accéléré la conscience à propos de l'importance de l'industrialisation, surtout dans la défense, mais vous avez évoqué en même temps la question ou la problématique de coordination au sein même de l'Europe. Et bien entendu, vous avez insisté sur les leviers de cette réindustrialisation, tout ce qui est système éducatif, la formation, la question de l'administration et la gestion. Et je pense que tout ce que vous avez évoqué s'applique également à d'autres pays, notamment les pays émergents et en voie de développement. Et on va essayer de pousser un peu plus le raisonnement et parler, bien entendu, tout à l'heure des pays en voie de développement, en l'occurrence la Tunisie. Donc je voudrais vraiment creuser davantage sur la question géopolitique, technologique et ses effets sur le processus d'industrialisation ou de réindustrialisation. Et ma première question, ce qui est vraiment en fait étonnant entre guillemets, c'est que lorsqu'on parle de fragmentation, on a à première vue l'idée que cette fragmentation existe entre deux mondes. Le monde avancé versus l'autre monde. Alors que ce que en fait on voit actuellement, c'est que cette fragmentation existe même au sein des blocs qui sont proches, quoi. C'est-à-dire l'Amérique du Nord, il y a quand même une fragmentation qui existe entre les États-Unis, le Canada, le Mexique. Au Moyen-Orient également, il y a les pays du Golfe versus les autres, le Liban, la Syrie, etc. En Amérique du Sud également, il y a... Donc, et ma question, alors, pourquoi cette nouvelle fragmentation? Qu'en est-il au juste de cette nouvelle fragmentation qu'on constate actuellement dans le monde? Alors, je pense qu'effectivement, la question de la fragmentation est vraiment cruciale, parce qu'en fait, on est dans une logique de puissance, d'émergence de puissance, de confrontation entre différentes stratégies de puissance. Et on a, je pense, quand même le fait majeur en termes, si vous voulez, d'effet sur le reste du monde, c'est cette décomposition du bloc occidental. Alors, je ne parle pas simplement des tensions extrêmes des dernières semaines, ça en fait partie, mais je pense qu'il y a un essoufflement de tout un modèle de développement économique, en fait, de structure politique. On a vu un véritable pourrissement, et bon, c'est ce sur quoi est née la personne politique de Donald Trump, avec l'affaissement, la déconnexion entre les différentes classes sociales dans les pays développés, du fait notamment de ces évolutions économiques, alors de la désindustrialisation, ça c'est un thème général, mais ça s'est reflété de toutes les façons possibles et imaginables dans la structure sociale des pays concernés, en termes d'inégalité de revenus, d'opportunités. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles il y a quand même une certaine conscience depuis 15 ans, énormément de travaux, notamment depuis la crise financière mondiale. On peut penser notamment à Thomas Piketty, toute cette école d'études des inégalités.
Je pense qu'aujourd'hui, il y a un volet supplémentaire dont on prend vraiment conscience et que je commençais à évoquer, c'est celui vraiment de la compétence, de la création de débouchés, en fait, de la crise culturelle. On parle beaucoup, vous voyez, de guerre culturelle, alors, notamment aux États-Unis, c'est crucial. On a cette paralysie, aussi, vous parlez de concurrence mondiale, mais en fait, ça se reflète au sein des pays. On a ces tensions extrêmes entre groupes sociaux, des thèmes de guerre civile, alors, bon, qui peuvent être plutôt métaphoriques, mais qui sont de plus en plus évoqués, mis sur la table. Donc des tensions extrêmes déjà entre groupes au sein des pays, ce pourrissement, et de ce fait, donc, dans le cas américain, l'émergence du Trumpisme, qui n'est pas évident non plus à définir, mais ce qui est certain, c'est que ce mouvement naît vraiment dans le pourrissement de la cohésion, du niveau de cohésion politique et sociale aux États-Unis. Vous avez cette espèce de révolution, quelque part, qui s'est produite en 2 temps, Trump 1, Trump 2, avec l'épisode Biden au milieu, et qui, du coup, détruit, fait exploser en vol la notion de bloc occidental, transatlantique entre les États-Unis et l'Europe. Alors, dans une logique quelque peu impériale, c'est plutôt classique de voir quand vous avez une rupture au cœur de l'Empire, de voir les zones, disons, périphériques ou secondaires, avec des élites qui étaient calées plutôt sur le système d'avant, pour le meilleur comme pour le pire. Donc, bon, comparaison n'est pas raison, mais j'ai des images en tant que germaniste aussi, quand vous parlez de la Russie, de l'espace post-soviétique. Vous aviez ce décalage, par exemple, avec au moment de la perestroïka dans les années 80 en URSS, alors qui a échoué, comme tout le monde sait, mais où il y avait quand même une prise de conscience du décrochage du système et du mur dans lequel il se précipitait. Et donc un décalage entre quand même cette forme de réforme, cette perestroïka, et des mouvements, des gouvernements, des régimes fossilisés. Alors, ce n'est pas une comparaison exacte avec ce qui se passe aujourd'hui, c'est pour expliquer, illustrer la notion de décalage. Mais par exemple, vous aviez encore à Berlin-Est un régime stalinien, de nature stalinienne, qui était en fait encore beaucoup plus dur que ce qui se passait hors du RSS. Et je me souviens par exemple d'une visite, je me souviens à titre historique, j'étais trop jeune, mais une visite de Gorbatchev à Berlin-Est, où les gens scandaient son surnom est-allemand dans la rue, Gorbi, alors que ça paraissait totalement décalé au regard, évidemment, de la domination militaire de l'URSS sur les pays du pacte de Varsovie. Alors, ça n'est pas la situation actuelle entre l'Europe et les États-Unis, mais en termes de dynamique, il faut voir ça justement en termes dynamiques entre cette espèce de révolution aux États-Unis, pour le meilleur et beaucoup pour le pire aussi, et ces mouvements, ces gouvernements européens qui étaient plus calés sur le système passé, et ce qui n'allait pas complètement de soi, parce que ça a déjà pris du temps pour les Européens d'aller s'aligner plus sur un certain courant de l'administration américaine. Vous vous souvenez évidemment au moment de la guerre d'Irak, beaucoup de gouvernements européens s'étaient opposés, alors pas tous. On avait mais plutôt un clivage entre les pays les plus anciens de l'Union européenne et l'Europe centrale, pour qui l'adhésion à l'UE et à l'OTAN était quelque chose d'assez frais. Par exemple, un pays comme l'Espagne, qui en est largement revenu depuis, qui avait soutenu au début et qui ensuite, comme je le disais, en était revenu. Mais vous aviez ce bloc franco-allemand qui s'était opposé à la guerre d'Irak. Ensuite, ce qu'on a vu très vite, c'est la montée, notamment en France et aussi en Allemagne, de courants très différents qui étaient beaucoup plus alignés avec l'école de pensée qui avait donné lieu justement à la guerre d'Irak à Washington. Donc on a ces effets comme ça de suivi, d'entraînement et ensuite de décalage. Alors moi je ne souhaite pas qu'on s'aligne sur Donald Trump. Au contraire, je préconise de résister, parce que c'est même l'aspect le plus élémentaire de la technique de négociation avec ce type de personnalité. Donc à l'été dernier, dans les mois précédents,
quand on voyait que la Commission européenne allait accepter les invectives, les injonctions de Trump, ma position, c'était justement de dire que non, il fallait à tout prix s'imposer et se faire respecter. Quelque part, Trump a poussé les choses encore beaucoup plus loin, mais je pense volontairement avec le Groenland, la question du Groenland qui est complètement farfelue, qui n'a aucun véritable sens stratégique, puisque les États-Unis obtiendraient dans tous les cas tout ce qu'ils veulent du Danemark en termes de garantie, de coopération, tout ce qu'ils veulent. Mais donc tout ça n'est compréhensible que vraiment dans cette logique d'explosion du bloc occidental, mais qui est lié au pourrissement des modèles en fait nationaux. Donc ça explique vraiment la question de l'explosion transatlantique. Et ensuite, bon, cette concurrence mondiale et tous les pays qui reviennent de cette idée de pure intégration dans le commerce mondial. Mais aussi, il faut voir que beaucoup de pays se sont intégrés dans le commerce mondial, mais avec cette vision vraiment centrée sur les excédents commerciaux. C'est le cas de l'émergence de tous les pays d'Asie orientale, d'Extrême-Orient, qui ont vraiment sauvé. Ce n'est pas le cas de tous. Je parlais notamment avec des chercheurs indiens récemment, pour qui la perspective est totalement différente. Parce qu'il faut se souvenir qu'un pays émergent, il y a encore quelques années, avant l'émergence d'un certain nombre de pays asiatiques et plus récemment de la Chine, un pays émergent avait plutôt tendance à être en déficit commercial, en fait, parce qu'il avait tendance à exporter des biens, pour faire très simple, il avait tendance à exporter des biens beaucoup plus coûteux que ceux qu'il exportait, vous voyez, des biens plus avancés que ceux qu'il exportait, qui étaient plus intensifs en main-d'œuvre. Donc on a un modèle d'émergence qui a été redéfini quelque part avec l'Asie déjà à l'époque, vers des années 70, des années 90, avec ce qu'on appelait à l'époque les tigres asiatiques. Vous vous souvenez, donc la Corée du Sud, Singapour, Hong Kong, etc., qui, eux, misaient énormément sur l'industrie, sur la technologie et la montée en gamme, notamment à base éducative. Donc, en toile de fond, on a eu toujours ces stratégies en fait, de puissance industrielle et du fait de ces déséquilibres mondiaux qui sont créés, ce pourrissement, je pense, dans les pays développés, qui fait qu'on a une situation qui n'est pas tenable aujourd'hui. Bien sûr, mais bon, en même temps, on se plaint de la politique de Donald Trump, de la politique commerciale de Donald Trump, mais sa vision des choses, c'est que je me suis inscrit, les États-Unis se sont inscrits dans une dynamique de libre-échange, d'ouverture, de coopération, mais en fin de compte, j'ai réalisé un déficit énorme. Et donc, la logique des choses fait que je dois utiliser tous les instruments, y compris l'instrument de sanctions qui sont, ou qui est les tarifs douaniers, pour protéger mon économie, pour faire revenir les industries sur le sol américain. Actuellement, c'est vrai que la première ligne de fracture, c'est le commerce, mais en même temps, il y a une logique derrière. Alors, et ma question, si on balance les deux approches, quelle est l'approche la plus raisonnable sur le plan économique, si je puis dire? Pardon, vous voulez dire entre le libre-échange et le protectionnisme? Exactement. Oui. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de gens dans le monde ont pris conscience de la nécessité de promouvoir son industrie, de la maintenir, de se réindustrialiser ou de s'industrialiser tout court. Je veux dire, ça fait quand même pas mal d'années. En fait, on a eu un tournant au moment de la crise financière mondiale où là, on a vu voler en éclats le modèle ultra financiarisé. Et en fait, en toile de fond, tout le monde s'est posé la véritable question de la valeur réelle du monde réel par rapport à ces bulles financières. Alors, ces bulles financières, c'est en termes de valorisation d'actifs financiers qu'on en parle, évidemment, mais derrière, ça pose énormément de questions, même sur la nature du PIB, sur l'inflation, quelque part, la part qu'on voit pour certains secteurs, des secteurs tertiaires, qui sont très difficiles à comparer, en fait, à l'industrie. Vous voyez, la production, par exemple, tous ces avocats aux États-Unis, c'est un secteur énorme, le secteur légal aux États-Unis.
mais qu'est-ce que ça vaut vraiment en fait en termes de développement et en termes de puissance par rapport à telle industrie réelle. Donc je pense qu'il y a quand même une recalibration quelque part, un retour à la réalité qui a commencé à se produire à ce moment-là. Et c'était le sens quelque part de ce mouvement autour d'Obama. Il faut se souvenir qu'au début, Obama était, je parle du phénomène Obama, était quelque chose d'assez radical en fait. Il promettait un renouveau. Alors, il y avait le côté quand même bon enfant et progressiste, mais derrière, il y avait quand même une dimension très ancrée dans les revendications sociales qui a disparu au fil des années. Et sur le plan géopolitique aussi, on l'a vu de plus en plus s'aligner plus sur l'État, l'administration américaine plus intemporelle, disons, pour ne pas dire profonde. Et du coup, le mouvement de remise en cause et de réforme a plutôt décroché. Et on est entré à nouveau quand même, je pense, dans une logique financière, de bulle financière notamment, en perdant le sens des questions véritablement industrielles. Donc il faut voir qu'on a une prise de conscience. Bon, on a beaucoup utilisé le mot, je m'en rends compte, mais il faut le mettre aussi en perspective, parce qu'on a des allers-retours en fait. On a des pas en avant, des mouvements de recul, tellement on ne veut pas en démordre en fait. On veut croire à ce modèle économique, financier, et aujourd'hui, je crois juste aborder en un mot en introduction, on a cette bulle de l'intelligence artificielle, alors qui est un domaine extrêmement prometteur, mais derrière, c'est une technologie qui est encore au stade de la recherche, en fait, qui est extrêmement imparfaite. Les gens les plus en pointe du domaine vous disent que ce sera probablement une autre technologie qui servira véritablement, et tout a été bâti sur la base de promesses d'une intelligence artificielle générale, AGI, qui en fait n'est pas du tout atteignable en l'état. Enfin, je ne vais pas rentrer trop dans les détails technologiques, mais c'est pour dire à quel point on est, même avec toute cette conscience des enjeux industriels, leur aspect crucial en termes de puissance économique, de puissance géostratégique et de cohésion sociale, malgré tout ça, même quand on a quelque chose qui est très sérieux, on va le prendre par un bout complètement financier, avec ces structures derrière. Ça ne vient pas de nulle part. On a eu cette émergence, par exemple, du private equity, du capital risque, qui est quelque chose d'énorme à New York, aux États-Unis, dans la Silicon Valley, et qui détermine les orientations technologiques, puisqu'il y avait ces gens avec des fonds qui mettent des milliards sur la table et qui disent « moi je crois à ça ». Ah tiens, par exemple, l'informatique quantique, je pense que c'est des startups qui vont y arriver. Alors, ce n'est pas évident non plus. On dit, ah mais maintenant même la fusion nucléaire. Bon, a priori, on pensait au domaine nucléaire vraiment comme quelque chose, au vu des investissements et de l'effort qui est nécessaire, on voyait ça quand même comme vraiment relevant de la sphère étatique. Et même ça, maintenant, on dit, bah, c'est du private equity, on met tant de milliards sur la table, on va faire la fusion nucléaire avec telle ou telle start-up, et vous avez des gens qui s'y connaissent pas vraiment, qui vont mettre cet argent sur la table, et après, vous avez des valorisations qui vont être multipliées par 10 en quelques semaines, ou en quelques mois, ou en quelques années. Bon, je parle vraiment à dessein du quantique, parce que ça a été quand même un révélateur où les gens même voyaient ces analystes très en verve dans les médias financiers américains qui étaient obligés de dire qu'ils n'y comprenaient absolument rien, qu'ils n'avaient aucune idée de ce qui se passait. Et même eux, en temps habituel aussi optimistes qu'ils soient, étaient obligés de revenir un peu à la réalité. Donc je pense vraiment qu'on a cette conscience des questions, de l'enjeu des questions industrielles à tout point de vue, mais derrière, on a vraiment ces structures qui sont en place. Alors, ensuite, on a une économie, on hérite d'une économie ultra mondialisée et financiarisée. Donc, c'est toujours le monde dans lequel on vit. Et c'est pour ça aussi que l'approche de Trump est confrontée à une impasse, parce qu'il n'arrive pas à prendre en compte les liens existants pour tricoter quelque part, dans le détail, une véritable politique industrielle. Et c'est là, comme c'est grossier et ultra général et ultra politique, et ben ça verse très facilement dans la pure confrontation et l'outil de sanctions géopolitiques. On le voit là, bon, avec toutes les sanctions commerciales qui ont été dégainées ces derniers mois. Et notamment, bon, on l'a vu dans le cas de l'Inde, qui était vraiment un cas limite, si vous voulez, parce qu'il s'agissait du thème
des sanctions dites secondaires dans le dossier russe. Donc, en demandant à l'Inde de ne plus acheter des hydrocarbures russes et en disant que sinon, les États-Unis leur appliqueront ce qui a été fait des sanctions dites secondaires, donc à hauteur, je crois, de 50% au final, avec deux groupes de sanctions combinés. Bon, maintenant, il y a une désescalade, mais on est entré dans une logique très différente, et ensuite des terrains d'affrontement, et la question iranienne, la question israélienne, du Moyen-Orient, les aventures vénézuéliennes avec l'enlèvement de Maduro. Donc on voit que tout, parce qu'on n'est pas ancré vraiment dans le développement industriel, tout entre comme ça en conflit et se neutralise quelque part en termes d'avancée économique. Mais pour moi, la question de la mondialisation du c'est le système dont on hérite, mais aujourd'hui, tout le monde essaie de s'adapter. Alors ensuite, par exemple, on peut reprendre le cas européen. On voit bien qu'il va falloir, par exemple, vis-à-vis de la Chine, mettre en œuvre une politique aussi douanière quand même plus ciblée, plus stricte pour se protéger de l'avalanche de biens chinois qui ne trouvent plus de débouchés aux États-Unis. Donc aujourd'hui, pour l'Europe, la situation est beaucoup plus grave en termes d'échanges, de déséquilibre avec la Chine qu'elle ne l'était avant ces salves de sanctions, enfin de mesures douanières en tout cas de Donald Trump, puisqu'on a au contraire les exportations qui augmentent dans l'absolu et qui se réorientent en plus vers l'Europe. Alors d'un côté, moi ce que je vois par exemple dans les discussions bruxelloises, on a des gens qui travaillent à la mise en œuvre de mesures douanières vis-à-vis de la Chine, mais de l'autre, pour répondre à Trump quelque part, on veut annoncer des accords avec des pays tiers, alors ce qui est bien en termes d'échange et de coopération, mais c'est des accords de libre-échange, du coup, qui ont été quand même de projets qui ont 10, 20, voire 30 ans dans le cas du Mercosur avec des pays de l'Amérique latine et qui ne servent pas nécessairement le développement industriel. Alors on raccroche les wagons. Par exemple, dans le cas du Mercosur, on dit que ça va donner des débouchés à l'industrie automobile, en particulier aux voitures à moteur thermique qui sont sous pression réglementaire en Europe et qui ne sont pas remplacées facilement par l'électrique pour des raisons notamment technologiques et de dépendance croissante à la Chine sur les batteries et sur les voitures finies également. Donc on invoque des avantages industriels en termes de débouchés, mais on voit bien qu'on reste aussi sur un logiciel plus ancien de dire, et c'est ce qu'on m'a souvent opposé même dans les médias français, on me dit il faut le faire. Donc, vous savez que le traité avec le Mercosur était très controversé en France. Ouais. Le gouvernement se disait plutôt opposé, mais en fait, bon, c'était pas si évident que ça. Mais il y avait une énorme mobilisation dans la population civile et de la part des agriculteurs, qui sont les principales victimes de cet accord. Mais on voyait quand même toute une strate comme ça qui disait qu'il fallait envoyer des signaux comme quoi l'Europe continuait dans le libre-échange était une alternative à Trump. Donc moi, ce que je dis, c'est qu'il faut développer ces relations, les préserver et ne pas les conditionner à l'état d'esprit de Donald Trump, à ses humeurs ou à ses plans plus ou moins complexes. Mais sur le plan commercial, il faut avoir une véritable stratégie industrielle. Et quand on conclut un accord, il faut que ce soit bénéfique, aussi en pensant à l'intérêt du partenaire. Mais pas simplement, parce que derrière, on a toujours des équipes aussi au sein des blocs, au sein des pays, comme je le disais. On va favoriser telle industrie, défavoriser favoriser tel groupe social et défavoriser tel. Si on regarde l'histoire du débat entre protectionnisme et libre-échange sur 2 siècles, ça n'est que ça. Et c'est totalement normal. Vous dites, en général, vous avez les gens dans les milieux financiers, dans les grandes villes, qui vont être très favorables, mais qui vont aussi être favorables, par exemple, à une monnaie forte. Et les milieux industriels qui vont dire plutôt le contraire. Nous, on va être compétitifs, on va plutôt être, pas forcément à ce que la monnaie s'effondre non plus, mais avoir des taux plus raisonnables pour pouvoir exporter davantage. Alors que les milieux financiers ont intérêt à une monnaie plutôt forte, avec un statut très central, très fort de monnaie internationale. Et souvent, pour les industriels, ce n'est pas du tout la même perspective. Et dans quasiment tous les pays, il y a des pays qui sont très spécialisés, qui vont être des places financières
presque exclusivement, donc c'est différent. Mais dans les pays qui ont une certaine diversité de population, de couches sociales, et d'entreprises et de zones rurales versus citadines, vous avez toujours ces conflits qui existent, qui sont normaux. Il faut les mettre sur la table pour les résoudre. L'énorme problème qui a émergé ces dernières décennies, c'est qu'on les a mis sous la table, on les a complètement reniés en invoquant un modèle indépassable, des théories, je pense, assez mal comprises, héritées de David Ricardo, qui, déjà, c'était une autre époque et c'est pas vraiment ce qu'il voulait dire. Il n'avait aucune idée de ce que serait un système ultra mondialisé, ultra financiarisé derrière. Et derrière, ça a énormément bénéficié à certains groupes, certaines industries, mais jusqu'au point, en fait, où on a eu ce mouvement de bascule avec les délocalisations, avec aussi des espèces d'hypothèses, de préjugés aussi culturels, comme quoi certains pays ne se développeraient pas ou pas autant qu'ils le souhaiteraient. C'était le cas avec la Chine, c'est ça, l'énorme malentendu vis-à-vis de la Chine, où énormément de responsables dans différents pays pensaient que la Chine était un Eldorado en termes de débouchés et qu'ils ne seraient jamais à la hauteur sur le plan technologique. Et aujourd'hui, on voit qu'ils satisfont très largement leurs propres demandes. Ils ont des politiques, alors eux, très protectionnistes à tout point de vue, notamment sur le plan digital, pour ne pas être ultra dépendant des États-Unis comme l'Europe. Donc il y a derrière vraiment des paris de la nature culturelle qui sont erronés. Et la façon dont certains groupes, certaines industries, certains secteurs ont été favorisés, on a tout ce déséquilibre. Donc je pense qu'il y a vraiment cette... alors moi, je n'ai pas tellement le terme de bataille culturelle, ça renvoie à la guerre culturelle, à l'hystérie médiatique et autres qu'on voit un peu partout aujourd'hui, mais il y a une véritable dimension culturelle pour dépasser, je pense, ces clivages et penser en termes de développement, de production, mais derrière de créativité. Moi, j'ai eu la chance, je disais que j'avais une formation d'ingénieur, j'ai connu la génération d'avant, si vous voulez, mais même d'avant ce qu'on appelle succinctement les boomers, ceux d'avant qui avaient fait leur carrière bien avant, si vous voulez, les années 80, la financiation. Et comme j'avais un biais aéronautique où je voyais des gens qui avaient participé à vos programmes légendaires, vous voyez, comme le Concorde, le premier Airbus, la 300, même la Caravelle auparavant, et on voyait des personnalités extrêmement différentes de ce qu'on voit aujourd'hui dans les gigantesques groupes industriels qui fonctionnent plutôt comme des portefeuilles d'achat de tel ou tel segment dans tel ou tel pays, et finalement avec des problèmes d'intégration qui sont extrêmement concrets. C'est ce à quoi est confrontée notamment l'Allemagne, dont on parlait tout à l'heure, qui ont englobé l'Europe centrale dans leur chaîne de production, aussi en partie beaucoup avec l'Asie, mais ça a causé de véritables problèmes de désintégration des chaînes de production et du travail d'ingénieurs, de techniciens derrière. Bon, à la lumière de tout ce que vous avez dit, moi, une question, je pense, qui a été posée sur les réseaux sociaux et qui tombe à pile poil, je pense, avec tout ce que vous avez dit. La question est la suivante. Peut-on parler aujourd'hui d'une remise en cause du paradigme de la mondialisation libérale, ou plutôt d'une reconfiguration autour de blocs technico-industriels concurrents? Oui, alors je pense que c'est important aussi d'avoir cette logique de bloc, parce que, bon, comme je le disais, on hérite de systèmes ultra intégrés avec des dépendances extrêmement fortes. Donc vous voyez par exemple aux États-Unis, c'était aussi une limite vis-à-vis des pays de l'ALENA, comme on dit en français, l'alliance de libre-échange entre les États-Unis, le Canada et le Mexique. Donc Trump voulait taper fort aussi, mettre des mesures douanières. Bon, on voit que les choses vont très mal aujourd'hui avec le Canada. Mais par exemple, je pense qu'avec le Mexique, c'est encore plus poussé, parce que là, c'est vraiment aussi une partie du cœur industriel américain, en fait, se situe au Mexique, et ils sont obligés aussi de faire avec en réalité. Donc on a toujours une logique quand même de bloc, mais ces tensions politiques
incroyable, et c'est ce qui est quand même le plus préoccupant aujourd'hui, c'est qu'on n'arrive pas à faire la part des choses entre ces éléments. On a vraiment cette désintégration, et c'est ça vraiment l'impasse dans laquelle se situe Trump aujourd'hui. Alors c'est pas simplement le personnage lui-même, ça montre la contradiction interne au pays entre les gens, les groupes qui ont intérêt à un système et ceux plus à un autre. On le voit sur le plan géopolitique entre la base MAGA, les milieux néoconservateurs, mais sur le plan économique, on le voit de façon tout aussi évidente. Donc, ce qui existe, c'est ces blocs. Et du coup, pour revenir aussi à notre sujet, on a aussi au niveau européen cette intégration extrêmement forte là, entre pays européens et dans toute la zone plus élargie aussi du bassin méditerranéen, qui est appelée à perdurer. On voit des pays qui évoluent, qui montent en gamme aussi ici et là. Donc je pense que ce qui fait qu'un pays réussit et réussira, c'est d'arriver à mêler ces deux aspects. On ne parle pas d'isolationnisme pur, enfin, en tout cas dans le domaine du réel et du raisonnable. Mais c'est ce qui se passe un peu quelque part. Mais on garde des niveaux d'intégration extrêmement élevés au niveau des blocs régionaux. C'est ce qu'on a commencé à constater il y a déjà longtemps, il y a une quinzaine, vingtaine d'années. Même avant la crise financière mondiale, je me souviens, on parlait de régionalisation au sein de la mondialisation. C'était déjà très palpable. Et c'était pas, il y avait énormément de coopération qui se développait, on le voyait au niveau régional, mais on n'était pas encore dans l'explosion des blocs et tout ce niveau de tension géopolitique. Alors aujourd'hui, en plus, vous avez cette thématique des BRICS, qui est extrêmement palpable, très, très présente dans les débats, mais aussi avec des pays très différents derrière, alors qui coopèrent, mais de façon très variable. Mais dans tous les cas, on a des logiques d'intégration qui restent très présentes. Oui. Très bien. Vous avez parlé tout à l'heure de la technologie et surtout de l'intelligence artificielle et en rapport avec l'industrialisation et la réindustrialisation. En fait, il y a, je veux dire, deux points de vue qui sont divergents. Il y a certains qui considèrent que en fait, l'intelligence artificielle, c'est un outil de fragmentation, alors que d'autres, ils l'associent à un accélérateur de convergence. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Entre pays, vous voulez dire? Oui. C'est par rapport toujours à la question de l'industrialisation et la réindustrialisation. Alors, je pense qu'il y a deux choses. Il y a la nature elle-même de l'IA, ce qu'elle apporte économiquement. Aujourd'hui, en fait, énormément d'économistes sont inventés spécialistes de l'IA, vous savez, et disent souvent un peu la même chose en termes de ce que ça va apporter à la productivité. Et quand on écoute des spécialistes qui sont plus, qui sont plus dans les choses concrètes, voilà, par exemple, je pense à Yann Lequin, vous savez, qui était le responsable de la recherche en IA chez Meta, c'est-à-dire chez Facebook. Lui disait, il conseillait aux jeunes chercheurs de se détourner des LLM, des modèles de langage, en expliquant que ce qui allait vraiment changer le monde, c'était des modèles de nature très différente, et qu'on était encore au stade de la recherche beaucoup plus fondamentale, et que jamais les LLM ne seraient intelligents au sens où on entend, et que cette idée d'intelligence artificielle générale était assez largement tirée par les cheveux. Donc aujourd'hui, on voit que l'IA est utilisée un peu par tout le monde, mais de façon en fait de façon un peu souterraine, sans que ça entre systématiquement dans l'organisation des entreprises et des institutions. Tout le monde, enfin, énormément de gens l'utilisent. Ça varie aussi quand même pas mal entre pays de ce qu'on a vu ressortir de certaines études récemment, notamment moins dans les pays émergents que dans les pays historiquement développés, il faudrait dire aujourd'hui. Donc ça peut créer des clivages, mais je pense qu'aujourd'hui on n'est pas vraiment dans une configuration où on va avoir maintenant des gains de productivité gigantesques dans les pays où il y a la plus forte adoption de l'IA grâce à l'IA. Mais par ailleurs, on voit que c'est une industrie qui nécessite des investissements gigantesques, et c'est ce qu'on voit aux États-Unis avec cette prolifération
des programmes de construction de data centers, d'infrastructures, avec tout le volet énergétique aussi, même avec des centrales nucléaires pour alimenter les data centers et toute l'architecture. Et donc ça nécessite des montants considérables. Alors, les États-Unis, eux, sont entrés dans une véritable bulle de ce point de vue-là. C'est ce qu'on décrit comme une économie de financement circulaire, où, en gros, une entreprise comme NVIDIA finance OpenAI, qui est son propre client. Donc, NVIDIA, producteur de semi-conducteurs, en l'occurrence de cartes graphiques qui servent au calcul de l'IA, et OpenAI qui développe des modèles d'IA. Donc, c'est les deux acteurs les plus centraux du domaine aujourd'hui. Et OpenAI n'a pas vraiment de modèle financier. Il marche à perte. Structurellement, ce qu'ils font, c'est qu'ils brûlent le cash des investisseurs. C'est ça leur modèle de fonctionnement et de dépenses. Et tant bien que mal, ils récoltent un peu de revenus d'abonnement, mais qui ne sont pas du tout à la hauteur de ce que ça coûte. Donc, d'un côté, on encourage l'usage de l'IA, l'usage même frénétique, il y a une dépendance psychologique. Je lisais une personne dans un journal français, je crois que c'était le Figaro, qui disait que ChatGPT était devenu son deuxième psychiatre. Bon, voilà, déjà, on était au niveau du deuxième. Et donc, on voit cette explosion de l'usage, pas de modèle financier derrière, et des choses qui relèvent clairement d'une bulle avec des entreprises qui financent leurs propres clients sous forme de capital pour qu'elles continuent à leur acheter. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on est véritablement dans une logique de consolidation industrielle où certains pays, de façon rationnelle, mettraient en œuvre cette révolution de l'IA qui serait une technologie aboutie, qui allait linéairement, de façon assez prévisible, produire tel et tel gain de productivité. Moi, ça me passionne, mais je pense qu'on est quand même dans quelque chose de beaucoup plus chaotique aujourd'hui, de plus imprévisible. Donc, au niveau individuel, ça change beaucoup de choses. La barre d'apprentissage est très abaissée. On peut faire plein de choses comme ça. Bon, déjà, pour programmer, on peut programmer des langages qu'on va juste comprendre sans le connaître exactement. On peut apprendre des choses comme ça, mais énormément de choses sont fausses en même temps. Donc, ça nécessite aussi... Pour les gens formés, c'est un énorme atout. Les gens formés et sceptiques. Ensuite, ça peut aussi plutôt abaisser le niveau en créant cette dépendance à un outil très, très imparfait. Donc je pense qu'à l'état actuel, vu comme c'est fait, je ne suis pas sûr que ce soit un tel accélérateur pour les pays qui ont le plus parié dessus. Après, à terme, c'est extrêmement important. Et là, ça va créer de véritables divergences entre les pays qui maîtrisent ces technologies. Mais c'est le digital en général, si vous voulez, tout ce qui relève de l'électronique. Et c'est le pari qu'ont fait les Chinois avec un certain succès, bon, avec plein de failles aussi d'une hypertrophie financière. Mais ils ont fait ce pari d'une montée en gamme et d'une certaine autonomie. Alors, il ne s'agit pas d'imiter ce qu'ils ont fait, mais l'Europe a fait exactement l'inverse en estimant qu'il n'y avait pas de problème à être ultra dépendante des États-Unis. Donc ça, c'est un véritable problème, c'est la dépendance technologique de plus en plus généralisée sur tous ces nouveaux secteurs qui ont émergé en fait depuis 30 ans. Et vous voyez, ça se cumule. On l'a vu... Vous voyez, même dans les télécoms, on a vu cette bascule dans le secteur électronique quand les acteurs européens se sont retrouvés dépassés, n'ont pas pris la transition des smartphones, et ensuite, du coup, ça supprime les débouchés pour les semi-conducteurs, ce que j'évoquais en préambule, et vous avez ce cercle vicieux qui s'est créé en réalité. Donc je pense que si on pense vraiment en termes de secteur technologique, digital, numérique, disons, là effectivement on a cette dynamique de puissance et de décalage de puissance qui se creuse. Ensuite, ce n'est pas seulement l'IA, le sujet en tant que tel, en tant que sujet de la bulle et des investisseurs de capital risque aujourd'hui, mais à un horizon plus, dans une perspective plus large et dans un horizon plus long, effectivement, on a un décalage majeur qui se répercute et qui va de plus en plus se répercuter sur le plan de la puissance et de l'autonomie. C'est toute la difficulté à laquelle est confrontée l'Europe et ses partenaires aujourd'hui. Très bien. Avant de passer la parole à la salle, bien sûr, une question indispensable qui concerne les pays en voie de développement. Bon, il y a des questions qui concernent essentiellement les pays de MENA, mais parlons d'une façon générale des pays
en voie de développement et pays émergents. Et la question avec les fractures qu'on constate aujourd'hui, bon, on a parlé du commerce et des tarifs, on a parlé de technologie, avec les fractures qui existent aujourd'hui, quelle marge de manœuvre pour les pays émergents et en voie de développement? Ouais, je pense que sur les pays émergents, il y a des modèles quand même très, très différents. Il y a les pays qui ont déjà connu une forme d'industrialisation ancrée. C'est souvent le cas en fait sur plusieurs décennies, mais qui n'ont pas atteint un niveau d'autonomie, pas nécessairement suffisamment réussi à développer leur propre marque pour se positionner au niveau international et mondial. Donc c'est des pays, bon, je pense que c'est le cas dans une certaine mesure en Tunisie, qui a dépendu de la sous-traitance pour des groupes étrangers. Et c'est ce qu'on a vu dans beaucoup de pays. Et là, on a quand même pas mal de divergences. Bon, si on compare à la Chine, les Chinois ont accueilli ces investissements, mais dès le début, leur objectif, c'était la substitution. C'est de dire, on va le faire nous-mêmes. Et pour nous deux qui se sommes beaucoup intéressés à ces débats dans l'histoire des dernières décennies, on avait cette thématique de la substitution des importations, mais alors qui était vue comme quelque chose de dépassé, presque de diabolique, de complètement has-been et ringard. Et aujourd'hui, on voit que les pays qui arrivent à progresser vraiment et de plus en plus autonomes sur le plan industriel et technologique sont des pays qui mettent en œuvre ce type de stratégie. Après, c'est comme pour toute stratégie, on peut le faire plus ou moins bien et plus ou moins mal. Et on peut avoir des circonstances économiques, financières plus ou moins chaotiques. Vous pouvez avoir une économie qui avance, qui recule. Mais au final, si on regarde sur 40, 50 ans, alors, je ne dis pas que c'est une condition nécessaire, une condition suffisante, mais justement, elle est nécessaire au développement. C'est comme même à l'échelle d'un être humain. Vous voyez quelqu'un faire quelque chose, vous le faites pour lui, vous apprenez à le faire, vous n'avez plus besoin de lui, et à un moment, vous le faites éventuellement beaucoup mieux que lui. Donc c'est comme ça que ça fonctionne aussi, je pense, à l'échelle des nations, en façon certainement plus complexe, mais pour grossir le trait, pour synthétiser. Donc on a ces bonnes vieilles idées, si vous voulez, de substitution, d'apprendre à faire les choses, de le faire de plus en plus par soi-même et de ne pas faire juste un bout de sous-traitance et d'intégrer les choses. Donc, un secteur où on a eu énormément cette tendance à la sous-traitance, à la délocalisation, à l'intégration régionale et mondiale, c'est évidemment le secteur automobile. Donc, une étape, c'est par exemple de développer plus ses propres segments, ses propres marques, son propre positionnement dans les pièces détachées, ensuite d'avoir sa propre marque automobile, par exemple. Donc, bon, par exemple, la Chine n'est pas une obsession, mais puisqu'on parle d'automobile, c'est un secteur où on a eu ce choc que la Chine soit plus avancée que la plupart des pays développés en termes de voitures électriques, ce que beaucoup d'analystes n'avaient pas vu venir. Donc, il faut voir ce qu'était l'automobile en Chine dans les années 90 et la dépendance aux groupes étrangers, aux groupes européens, allemands notamment, pour produire simplement sur place des modèles qui étaient totalement dépassés, qui avaient parfois plusieurs décennies. Et en fait, c'est à l'aune d'une rupture technologique qui est l'électrique et la numérisation, si vous voulez, de l'industrie et de l'objet automobile lui-même, a pris ce tournant avec même des entreprises de smartphones, vous voyez, comme Xiaomi, qui sont positionnées dans l'automobile, qui ont des ingénieurs très compétents et qui s'y mettent. Donc il y a beaucoup d'opportunisme comme ça, prendre des tournants pour ne pas simplement s'affronter le plus directement aux acteurs historiques, en prenant comme ça cette espèce de voie détournée pour pouvoir s'imposer. Donc je pense pour ces pays qui se sont intégrés avec les pays développés, qui ont eu cette tendance à la sous-traitance, on voit que ces pays qui ont fait plus de substitution aux importations, qui ont vraiment eu un pari technologique et éducatif et formé beaucoup d'ingénieurs en leur donnant des débouchés et aussi en donnant des débouchés à la production nationale. Il y a quand même, alors je ne suis pas particulièrement étatiste, mais en matière technologique, vous avez quand même le secteur militaire qui est toujours très important.
Et il s'agit de donner des débouchés dans la durée aux entreprises en question. C'est des paris, il s'agit de paris technologiques très avancés, parfois futuristes, par rapport à l'état d'une économie donnée, d'un secteur industriel. Donc c'est souvent des innovations dans lesquelles les entreprises ne se lancent pas toutes seules sans avoir des garanties sur une bonne dizaine d'années. Et c'est ça qui réussit en réalité. Ça aussi, bon, on a beaucoup de pays aujourd'hui qui s'en rendent compte. Et bon, c'est le thème de la relance de l'industrie militaire. Mais bon, par exemple, on peut parler de la Turquie, bon, qui a historiquement une dépense militaire en tout cas très forte, bon, notamment du fait de sa rivalité qui s'est quand même pas mal arrangée, mais de sa rivalité historique avec la Grèce. Donc c'est deux pays voisins qui ont une dépense militaire surdimensionnée par rapport à la taille de leur économie, historiquement, qui eux n'ont aucun problème à atteindre les 5% dont parle Trump pour l'OTAN, et qui sont eux-mêmes dans l'OTAN en même temps. Donc vous avez là, bon, c'était noté par beaucoup, ce bond technologique dans l'industrie de défense en Turquie. Je pense qu'il peut y avoir des enseignements aussi pour d'autres pays du pourtour méditerranéen. La Turquie aussi a reçu beaucoup d'investissements, ça depuis les années 50 dans l'industrie automobile. Ça a été vraiment un vecteur de l'industrialisation de la Turquie avec des marques européennes et américaines qui ont ouvert des sites de production, d'assemblage et de pièces détachées. L'ambition, c'était d'avoir une marque automobile nationale. Ça n'a pas véritablement réussi, bon, en tout cas de façon très limitée. Aujourd'hui, sur le secteur strictement automobile, le pays arrive quand même à se positionner de façon assez performante sur des pièces détachées avec des compétences spécifiques. Mais on voit que ces compétences-là, qui sont liées bon, évidemment aussi au secteur militaire, aujourd'hui connaissent un véritable essor par le biais de commandes, d'un positionnement bon, assez multilatéral en ayant des coopérations, des échanges avec toutes sortes de pays et avec cette culture dans la politique économique turque. Ça a été le cas quel que soit le gouvernement et les tendances en place, cette idée bon, de substituer aux importations. Et on le voit aussi même dans les débats américains des gens comme Danny Roderick qui sont issus de ce pays, et qui lui-même disait, je me souviens qu'il il venait d'un milieu d'industriels qui avait bénéficié de ce type de politique économique et qui voyait à quel point c'était structurant aussi pour faire des paris technologiques, pour donner des débouchés aux compétences, aux ingénieurs, aux ouvriers et aux techniciens. Donc je pense qu'il y a vraiment ces deux plans. Il y a vraiment rebondir sur transformer l'essai sur la base de la sous-traitance en utilisant ces compétences, cette insertion dans les segments et l'obligation que ça crée aussi d'être à niveau en termes de compétitivité internationale. Donc la sous-traitance, c'est pas simplement quelque chose à voir comme quelque chose de négatif ou de purement insatisfaisant. C'est une étape très, très importante, mais ce qui fait la différence, c'est de l'utiliser pour l'autonomie, pour le développement de filières et le fait de donner des débouchés à ses compétences propres. Et de l'autre côté, la dimension plus étatique et militaire, là en donnant des débouchés dans la durée à des choses qui n'ont pas de sens d'un point de vue strictement financier, en termes purement de marchés commerciaux à court terme. Autrement, je pense que c'est deux aspects extrêmement importants. Et dans le cas de la Tunisie, je pense que ça s'applique particulièrement du fait de son insertion commerciale et de son niveau de compétence, puisque on voit aussi du fait des Tunisiens qui travaillent à l'étranger, on voit qu'il y a de plus en plus une part d'ingénieurs, d'informaticiens. Donc on voit vraiment cette montée en gamme, cette montée éducative. C'est aussi le cas dans le cadre de la Turquie que j'évoquais et d'autres pays. Donc l'enjeu, c'est véritablement de transformer l'essai en termes de dépendance et de se positionner commercialement, ce qui ne veut pas forcément dire du libre-échange généralisé. Ça a été quand même la logique, je pense, depuis très longtemps. Ce qui fait vraiment la différence, c'est la dimension tactique et stratégique d'aller développer tel et tel secteur en visant une forme d'autonomie. Pas l'autonomie immédiate, c'est dans la durée, évidemment, mais c'est cette logique-là qui amène véritablement ensuite la montée en gamme. Ça n'enlève pas
les problèmes en tout genre. On parlait de la Turquie avec ces problèmes monétaires qui ont été récurrents, qui se posent encore, qui peuvent se poser encore à ce stade, évidemment. Mais voilà, il s'agit de voir ce qui fait qu'une industrie se positionne et prend un tournant comme ça, par exemple avec la demande militaire aujourd'hui, pour exporter des biens. Voilà, en parlant de la Turquie, dans le domaine des drones notamment, qui était très peu présent, où les États-Unis avaient pris il y a une quinzaine d'années une direction qui était dans une production quand même massive, enfin très coûteuse, qui contraste très clairement avec ce qu'on voit aujourd'hui, notamment sur le front ukrainien, où on a des drones extrêmement bon marché et extrêmement nombreux. On parle d'essaims de drones, après augmenter à l'intelligence artificielle. C'est une grande thématique des stratèges militaires et de l'industrie militaire. Mais du coup, on a une place aussi pour les pays émergents qui peuvent se positionner sur des coûts plus bas et sur des solutions plus réactives et plus adaptées. Et c'est le cas, je pense que les drones, c'est un exemple vraiment intéressant parce que vous avez, en fait, ça décrit des choses extrêmement différentes. En Ukraine, vous avez des drones, pour les drones kamikazes, qui sont par définition utilisés une seule fois. Vous avez même des objets en carton, enfin avec une structure en carton. C'est voué à la destruction. Mais en très très grand nombre, c'est ça l'idée. Et vous allez avoir des choses qui vont plus se rapprocher, c'est dans les projets actuels, d'avions de chasse. On parle même d'automatisation de l'avion de chasse. Et certains même pilotes de chasse commencent à se faire un peu de soucis. Donc le drone, ça décrit une réalité extrêmement vaste. Et aujourd'hui, vous avez un marché gigantesque parce que il y a un appel d'air. On regarde la nouvelle donne en ce qui concerne les combats concrets, comme on les voit en Ukraine, ce qui redéfinit complètement le besoin de matériel militaire. Donc c'est là qu'on voit des pays émergents qui arrivent à se positionner, parce que du coup, les pays développés ont pris une approche, à l'époque, il y a quelques années, très différente, avec des coûts, une structure de coûts différente et des projets beaucoup plus perfectionnés. Très bien. Donc je comprends très bien qu'il reste encore de la marge de manœuvre stratégique. D'ailleurs, il y a une question qui nous vient des réseaux sociaux, dans le même sens de ce que vous avez évoqué. La question est la suivante. Face à la montée des rivalités entre de grandes puissances, les pays de la région MENA dispose-t-il d'un réel espace de manœuvre stratégique ou reste-t-il cantonné à des positions périphériques dans les chaînes de valeur mondiales? Donc, ce que j'ai bien compris, c'est qu'effectivement, il existe toujours des marges de manœuvre stratégiques. Alors, on parle de pays quand même au sein de la zone MENA qui sont extrêmement différents. Donc, on a des pays qui sont en fait plus industrialisés mais qui ont moins de ressources financières, et d'autres pays qui ont beaucoup plus de ressources et qui sont moins industrialisés et qui ont un niveau éducatif aussi différent, qui produisent beaucoup moins, par exemple, d'ingénieurs, de scientifiques et de techniciens entre les pays MENA, méditerranéens et le Golfe. On a quand même cette ligne de distinction. Mais je pense que ça rejoint ce que je disais sur le positionnement. On peut voir le positionnement, l'autonomisation, le positionnement industriel notamment, et militaire, et ça relève de la puissance géopolitique. On peut le voir de façon linéaire en disant « Ah, on a raté telle coche, on est très dépendant, on sous-traite à tel coût, on ne va pas nous tolérer de produire 5% plus cher parce qu'en même temps, on finance de la recherche dans l'entreprise. » Donc en plus, et ça s'est aggravé au cours des dernières années, dernières décennies. On a un système mondial ultra optimisé où chaque micro-pourcentage compte et qui laisse peu de marge de manœuvre. Déjà, même à l'échelle des groupes, on voit la recherche n'a pas été tellement promue. C'est ce qui fait ce décrochage des entreprises, des géants historiques de l'automobile face aux entreprises qui émergent, notamment côté chinois. C'est cette part quand même accordée à la recherche et mêlée aux institutions étatiques. Donc si on se situe de façon strictement linéaire, évidemment ça paraît très difficile. Je pense que ce qui est intéressant, c'est de voir ces opportunités qui émergent d'un coup. Vous voyez, les drones, je ne sais pas si ça s'applique tel quel
au cas de la Tunisie, de sa structure de l'industrie militaire. Ça, je ne saurais pas dire, je serais curieux d'avoir vos avis évidemment. Mais on voit émerger des secteurs de ce type-là. Alors, ça peut être des pièces détachées, ça peut être des sous-segments dans une industrie plus large. C'est comme on le voit dans l'automobile, avec la voiture électrique, ça redéfinit très largement la fabrication des pièces détachées, leur conception. On a des blocs beaucoup plus intégrés, par exemple. On a beaucoup moins de pièces. Enfin, peut-être je ne sais pas si on a moins au total, mais on a des pièces, on a des parties où avant on avait plein de pièces, aujourd'hui où c'est beaucoup plus intégré. En tout cas, on a une révolution permanente sur le plan de la production, de l'industrialisation et de la conception, où il y a de la place pour se positionner pour des pays qui ont un niveau éducatif déjà très intéressant, qui sont intégrés, qui ont déjà des secteurs qui sont exportateurs, qui sont compétitifs, qui ont déjà une bonne part d'industrialisation et qui sont plus industrialisés que les pays désindustrialisés. Vous voyez, on part du PIB notamment. Donc moi, de ce point de vue-là, je pense que pour les pays qui ont fait quand même sur des décennies, qui ont fait ce pari quand même plus éducatif, qui sont quand même en bonne partie industrialisés, il existe pas mal effectivement d'opportunités à saisir et qui ne passent pas, qui nécessitent un mélange très habile d'insertion internationale et de logique nationale de promotion des industries. Très bien. Merci. Donc, nous passons la parole à la salle. Des questions? Ah, c'est Mohamed. Allez-y. Je peux poser la question? Allez-y. Bon, il vaut mieux de...